Donc, je voudrais revendiquer une certaine radicalité dans la pédagogie que je voudrais proposer ici. Et donc, rapidement, je suis pas pédagogue, mais enfin je fais de la pédagogie, mais en tout cas je ne suis pas pompier. Et donc, ça veut dire que ce que je vais vous présenter ici, ça n'est pas du tout des stratégies pour répondre dans l'urgence quand le bâtiment est en feu, etc. Donc, ce que je vais dire ici va peut-être paraître difficilement audible pour ceux qui sont en première ligne dans les quartiers. Je ne porte pas la responsabilité de cet incendie, et eux non plus, évidemment. Et donc, je suis plus dans un discours de prévention que dans un discours de pompier, je veux dire. Donc, je vous ai parlé de pédagogie radicalisante ou déradicalisante, plutôt radicalisante que déradicalisante. Et je m'explique pourquoi. Je voudrais faire deux distinctions. La première distinction, c'est que tout ce qu'on entend jusqu'à présent, il s'agit de déradicaliser. Donc ça veut dire qu'on part d'un principe qu'on a d'un côté un terroriste radical et que le but c'est de l'intégrer en le déradicalisant. Je voudrais dire que c'est voué à l'échec, comme ça a déjà été dit plusieurs fois jusqu'à présent, c'est voué à l'échec évidemment, puisque, sauf si bien sûr d'un coup de baguette magique, on change la société depuis l'international jusqu'au local, si on change tout et que tout devient très juste, alors à ce moment-là, en effet, on pourra espérer déradicaliser et intégrer. Mais ce n'est pas le cas, et donc il va falloir faire autrement. Et donc, je me situe plutôt dans une autre voie. Par exemple, ce dessin, cette caricature, pour moi, est radicale. Je l'apprécie beaucoup, je suis radical. Donc, il s'agit des 200 victimes de Boko Haram qui étaient massacrées à peu près en même temps que Charlie. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a de chance de travailler avec ces jeunes que si on leur propose une autre radicalisation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas déradicaliser. On ne pourra orienter ou réorienter la radicalité que vers autre chose. Et pour moi, vers une citoyenneté telle que je vais essayer de la définir par après. Deuxième distinction, que je reprends à une étude d'Ethiopia, de distinguer le désir de se radicaliser avec la capacité à se radicaliser. Le désir de se radicaliser, c'est le désir de s'opposer à quelque chose qu'on considère comme injuste. Stéphane Nestel a eu beaucoup de succès avec son livre « Indignez-vous », mais que font ces jeunes si ce n'est autre chose que de s'indigner? Et donc, lorsqu'ils s'indignent, c'est à ce moment-là que leur désir de se radicaliser par rapport à cette indignation se manifeste. Et puis alors, il y a la capacité à se radicaliser, c'est-à-dire les moyens qu'ils vont trouver sur Internet, dans les mosquées, en prison, etc., etc. Et donc, évidemment, on n'agit pas sur les deux mêmes choses. Le désir de se radicaliser, on peut travailler ça à l'école, et en dehors de l'école, évidemment. La capacité à se radicaliser, c'est pas à l'école qu'on va la trouver, enfin j'espère. Et donc, moi, ce dont je vais parler, c'est d'action pédagogique à l'école. Je n'exclus nullement d'autres actions, principalement associatives en dehors de l'école, et peut-être que ce que je vais dire à propos de l'école pourrait s'appliquer aussi dans les actions associatives. Et puis, bien sûr, il y a toutes les actions sécuritaires dont je ne parlerai évidemment pas. Alors, je vais citer un pédagogue qui est un des pionniers de la pédagogie institutionnelle, qui s'appelle Fernand Deligny, et qui travaillait donc avec des délinquants durs, et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Graines de crapule, et je vais citer un petit extrait. C'était réécrit en 1960, et si on l'applique à ce qui vient de se passer, vous allez voir, c'est assez chaud. Donc il parle des jeunes, il parle des jeunes avec qui il travaille, il parle de ces jeunes délinquants, et il en parle à un autre éducateur à qui il dit ceci. Le pire que tu puisses leur faire, c'est de promettre et de ne pas tenir. D'ailleurs, ils te le feront payer cher. Et ce ne sera que justice. Ben voilà, je crois qu'on y est. C'est exactement de ça qu'il s'agit, à mon sens. Bon, je ne vais pas insister, ça mériterait une étude historique comparée très longue, mais nous leur avons promis quoi et qu'ont-ils obtenu? Nous leur avons promis la civilisation, les droits de l'homme, la démocratie, du travail, l'égalité des droits, la réussite à l'école, l'espoir d'un avenir meilleur. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu la guerre d'Algérie, Ben Ali, Kadhafi, la Syrie, Srebrenica, Gaza, chômage, discrimination, échec, exclusion, désespérance. Voilà ce qu'ils ont reçu.
Et donc, par rapport à ça, et en disant ça, évidemment, je participe à eux, nous, hein, contre lequel je voudrais lutter, et vous aussi, j'imagine. Le 11 janvier, on pourrait dire que la France a fait un magnifique front national. Et donc, quand on dit je suis Charlie, je suis musulman, nous, eux, et j'y participe ici maintenant, nous, eux, nous construisons une fiction efficace, une fonction communautarisante. Mais elle est terriblement efficace si même la communauté n'existe pas, rien que le fait de parler comme ça finit par construire les identités communautaires. Et pour moi, il n'y a pas d'action possible à la fois sans tenir compte des catégories telles qu'elles existent et qui existent malgré nous, si on peut dire, et en même temps sans s'en défaire. Il faut absolument s'en défaire, absolument construire d'autres communautés, hein, d'autres collectifs en dehors de cela. Et il en existe déjà, évidemment. Et pas d'action possible non plus, à mon avis, sans accepter a priori que et excusez-moi de nouveau pour ces catégories, que leur point de vue est légitime. Pour moi, il n'y aura aucune action possible dans les écoles avec des acteurs qui ne prendront pas comme point de départ que ce point de vue-là est légitime. Or, pour ce que je connais de l'école, je peux estimer en étant généreux et optimiste, à 1% des enseignants, ceux qui considèrent que ce point de vue est légitime ou pourrait être légitime. Donc il va y avoir du travail et ce n'est pas avec un cours que les choses vont changer. Donc quelles actions mener? Et à nouveau, je ne prétends pas évidemment dire ce qu'il faut faire, mais je voudrais dire avec beaucoup de conviction un certain nombre de principes pédagogiques qu'il reste bien sûr à inventer au quotidien et à mener au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des actions? En France, il y a quelqu'un qui a dit il faut repérer et traiter ceux qui ne sont pas Charlie. Hein, donc c'était Nathalie Saint-Cric, directrice du service politique sur Antenne 2. Il faut quand même le faire. Et par ailleurs, je cite une autre citation, et nous avons tous entendu les oui, je soutiens Charlie, mais les deux poids, deux mesures, les pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là, ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école, qui est chargée de transmettre des valeurs. Alors c'est qui dit ça? J'en suis vraiment désolé, parce que comme tous les hommes, j'imagine, je trouve Najat très sympathique. Mais quand elle dit que les questions sont insupportables à l'école, ça c'est fort quand même. Donc les questions sont insupportables à l'école. Donc il faut inventer une école où on ne peut pas poser de questions. Enfin, si, c'est seulement les profs qui peuvent poser des questions à l'intérieur. Donc on est bien dans quelque chose contre lequel il faut absolument lutter. Tout ce qu'on fait à l'école, la plupart du temps, et la citation ici de Najat Vallaud-Belkacem va dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'école est là pour apprendre ce qu'il faut penser. C'est-à-dire inculquer en faveur de l'ordre. C'est ce que j'appellerais l'éducation civique. On pourrait inverser. Il va y avoir des militants politiques, des militants de gauche qui sont enseignants, ou de droite ou d'extrême droite, et donc eux, ils vont inculquer contre l'ordre. C'est ce que j'appelle l'éducation militante. Vous voyez que dans ces deux cas-là, il ne s'agit pas d'éducation à la citoyenneté. Pour moi, ce n'est pas ça l'éducation à la citoyenneté. Pour moi, l'éducation à la citoyenneté, c'est apprendre à penser, évidemment. Et pour apprendre à penser, il faut qu'on puisse poser des questions. Parce que si on ne peut pas poser des questions, forcément, on n'apprendra pas à penser. Donc pour moi, c'est ça l'éducation à la citoyenneté, qui suppose à la fois la transmission et l'émancipation. Et là, c'est déjà un méchant programme. Comment allier ce qui s'exclut mutuellement? Plus je transmets, moi j'émancipe. Plus j'émancipe, moi je transmets. Donc comment arriver en même temps à plus transmettre et plus émanciper? Ça, c'est une vraie question pédagogique. Alors, à un des cours de citoyenneté, je vais vous proposer l'analyse d'un programme qui vient de sortir, et je vous propose de considérer cet exemple comme paradigmatique, c'est-à-dire comme annonciateur de ce qui est le plus courant, le plus évident. C'est un cours qui s'appelle Sciences économiques et sociales, et qui sera obligatoire dans un an, à la rentrée de 2016. Et ce programme récent dit vouloir favoriser l'émergence d'acteurs critiques, de consommateurs responsables et de citoyens avisés, grâce à la connaissance des notions et des structures sociales, économiques et politiques. Donc, magnifique, on ne demande rien d'autre. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je ne demande rien d'autre. Le souci, c'est que ça va très vite glisser vers éduquer ou rééduquer ceux qu'on considère comme inciviques. Que dit ce programme? D'abord, il commence par dire,
par annoncer, par avertir l'enseignant que ce programme que l'enseignant doit respecter est lié à son contrat de travail. C'est-à-dire qu'on agit comme menace. On dit à l'enseignant qu'il doit penser, ce qu'il doit penser, c'est ce que le programme a décidé qu'il devait penser. Au lieu, évidemment, de garantir au contraire la liberté de penser de l'enseignant. Comment est-ce qu'on peut charger un enseignant d'apprendre à ses élèves à apprendre librement si lui-même n'est pas libre de penser? Deuxième chose, ce programme s'adresse uniquement aux qualifiants. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils sont suspectés d'être inciviques, tandis que ceux de transition, eux, ne le sont pas. Ce programme, à mon sens, devrait s'adresser à tous. Troisième chose, les jeunes sont a priori suspectés sur les thèmes suivants. Il y a 6 chapitres dans ce programme: normes et société, budget et droit, consommation, médias, marché du travail, citoyenneté. Alors on se rend compte que chaque fois, pour chaque thème, c'est la même logique. Normes et société, le jeune est suspecté de ne pas respecter les normes et les lois, il est suspecté de mal réagir à la frustration et de réagir avec violence à la frustration. Et donc tout le chapitre va dans ce sens-là pour lui apprendre ce que le programme va appeler la raison d'être des lois, lui faire accepter la raison d'être des lois. Même chose pour budget et droit, il est suspecté de dépenser sans compter, de s'endetter, etc. Et donc on va lui apprendre à tenir un budget et à céder, à ne pas céder aux sirènes de la consommation. Et donc il y a même tout un petit couplet sur la différence entre le désir et le besoin. Mais je vous rassure, ce problème philosophique est traité très très rapidement. C'est simplement parce que les pauvres n'ont pas le droit d'avoir des désirs, ils doivent se contenter de satisfaire quelques petits besoins. La consommation, les médias, etc., tout est dans le même sens. Il y a chaque fois la suspicion. Alors que bien sûr, il s'agirait de reconnaître les jeunes a priori comme capables de comprendre et d'agir sur des grands problèmes qui les concernent, qui les tracassent, dont ils veulent parler, sur lesquels ils veulent travailler: la pauvreté, le chômage, le déficit démocratique, la décroissance, l'écologie, la mondialisation, les finances, etc. Je prends un exemple. Donc, il s'agit pour ce programme d'affirmer la raison d'être des lois. Et cette raison d'être des lois n'est jamais questionnée, quoi. Donc, vous tapez raison d'être des lois, vous allez tomber directement sur un site de préparation au bac philo en France qui vous dira que si les lois étaient rationnelles, elles seraient universelles, ce qui n'est pas le cas. Et donc, si on fait des sciences économiques et sociales, la première chose à se dire, c'est que s'il y a une loi, c'est l'exercice d'un pouvoir, point. Une loi n'est rien d'autre, elle n'a pas. Ou sinon, on éduque à Vichy. C'est éduquer à Vichy que de dire que toutes les lois ont leur raison d'être. Et donc, si on considère que la loi n'est rien d'autre que l'exercice d'un pouvoir, alors on peut commencer à travailler, à analyser, à débattre politiquement la légitimité de cette loi et la légitimité du pouvoir qu'il a prise. Mais ça, évidemment, ça n'est pas encouragé. Deuxième exemple, dans ce programme, on annonce que le travail est une marchandise, comme les autres. Puisque c'est des économistes qui ont fait le programme en partie, et évidemment, il y a le marché du travail, et la libéralisation du marché du travail, on va considérer le travail comme une marchandise. C'est dans le programme texto. Et c'est oublié l'article 1, fondateur de l'Organisation internationale du travail, qui affirme que le travail ne peut pas être une marchandise, et qu'il s'agit de remettre en question, évidemment, la libéralisation du marché du travail, et à notre époque de dérégulation, avoir un cours qui dit que le travail est une marchandise, c'est quand même assez costaud. Et je vous épargne aussi tous les trucs sur le coût du travail. C'est toujours le travail qui coûte, bien sûr, et on fait faire des exercices économiques aux élèves pour leur montrer combien coûte le travail, et montrer que le patron paye beaucoup plus que ce qu'il ne gagne, pour montrer que le patron est vraiment très très gentil de dépenser autant. Nulle part, il est question du coût du capital. C'est comme si dans les facteurs de production, il y en avait un qui coûte et un qui rapporte. Malheureusement, ils ne coûtent pas et ils ne rapportent pas eux-mêmes. Dans ce programme, 16 fois, donc c'est facile maintenant avec l'informatique, on peut taper l'expression et puis demander le nombre d'occurrences. Et bien dans ce programme, il est 16 fois question d'amener le jeune à mesurer les conséquences de ses actes. Donc le jeune est a priori considéré comme irresponsable, c'est ça en fait, le fond du problème. Le pire de tout, c'est que je crois que les personnes qui ont fait ce programme sont d'une sincérité totale et absolue et veulent faire le bien du jeune. Parce que les jeunes qu'ils ont devant eux, en effet qu'ils sont inciviques, les jeunes qu'ils ont devant eux, mais pourquoi sont-ils inciviques? Est-ce que le système dans lequel ils sont placés ne les amène pas à être inciviques? Et est-ce que si les choses allaient mieux, est-ce qu'ils ne seraient pas encore plus inciviques? Moi je suis assez étonné de ne jamais voir passer des profs par la fenêtre. Je suis prof. Et donc,
pourquoi pas X fois analyser les causes et les conséquences politiques des choses plutôt que de mesurer les conséquences de ces actes. Et donc, pourquoi ne pas faire des cracks? Tout le monde sait ce que c'est que les cracks, et je propose d'ajouter un deuxième R à crack pour faire citoyen radical, responsable, actif, critique, ça on l'oublie souvent, le C de critique, et solidaire. Alors bon, maintenant, que faire? Pédagogues radicaux au secours. Quand je dis pédagogues radicaux, je ne parle pas des petits psychopédagogues qui enseignent dans les écoles normales, je parle des pédagogues radicaux vraiment. Je vais venir après sur quelques-uns. Il s'agit donc de... Oui, ça ira. Citoyen crack, donc responsable, radical, actif, etc. C'est quoi? Pour moi, c'est un acteur de démocratie. Un acteur de démocratie contre quoi? Contre ce qui menace aujourd'hui la démocratie. Il y a trois choses pour moi qui menacent la démocratie aujourd'hui. Les populismes, la gouvernance, c'est-à-dire ce que l'Europe fait actuellement, c'est des technocrates qui travaillent, dans le meilleur des cas en indépendance des lobbies, ou dans le pire des cas avec les lobbies, et qui décident non démocratiquement des orientations que nous devons prendre. Et la mondialisation libérale, évidemment, je ne veux pas faire un dessin. Donc pour moi, un citoyen crack, c'est quelqu'un qui agit dans la vie courante pour plus de démocratie, contre le populisme, contre les gouvernances et contre la mondialisation. Et on pourrait dire aussi c'est un acteur qui essaye de produire pour lui et pour les autres plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité. Si on est d'accord avec cette définition des citoyens, alors l'éducation à la citoyenneté devient, à mon sens, autre chose. Donc pour une praxis pédagogique du sujet dans le monde, donc je rejoins un peu des choses qui ont été dites ce matin. Praxis pédagogique, c'est quoi la praxis? Je vais prendre deux courants pour lesquels le terme de praxis est très très important. Paulo Freire d'abord, et puis le prévu institutionnel ensuite. Alors pour Paulo Freire, la praxis pédagogique, c'est celle qui réconcilie, qui lie la raison, la main et le cœur. Et que donc dans l'action pédagogique, il devrait toujours y avoir les trois. Et pas seulement un seul, pas seulement la raison par exemple, ou pas seulement la main dans d'autres cas par exemple. Donc réconcilier les trois. Pour la pédagogie institutionnelle, la praxis, c'est la pratique qui se construit avec la théorie et la théorie qui se construit avec la pratique, les deux en même temps. Ça tord le coup à ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques, c'est une théorie qui a été donnée et puis qu'il s'agit d'appliquer. Donc comme Miguel le disait tout à l'heure, en pédagogie institutionnelle, on considère que le travail, il est tout le temps à faire. Tout le temps à refaire, même si les grands principes dont je parle ici restent vrais. Alors, pour Paulo Freire, il faut toujours aussi, c'est dans la pédagogie des opprimés, il faut toujours partir et coagir sur la situation existentielle des apprenants. Toujours partir de la situation existentielle des apprenants. C'est très rare qu'on fasse ça à l'école. Et pour lui, cette situation existentielle, elle est faite de 4 grands rapports dialectiques. Le rapport oppresseur-opprimé, le rapport formateur-apprenant, le rapport au savoir des apprenants et le rapport au monde des apprenants. Si on ne tient pas compte de ça dans l'organisation de l'école, dans l'enseignement, alors pour Paulo Freire, il n'y aura pas possibilité d'éduquer. Alors, en pédagogie institutionnelle, la première chose, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'agir sur la personne, mais d'agir sur l'institution. L'institution qui a grandi. Ça naît dans l'hôpital psychiatrique Saint-Alban, où les psychiatres de l'époque se rendent compte que plus ils soignent le cadre, plus ils soignent l'institution, et mieux vont les patients. Et donc, ils vont développer toute une théorie qui s'appelle la psychiatrie institutionnelle, et la psychothérapie institutionnelle, où il s'agit de soigner l'institution elle-même, le cadre, c'est-à-dire le milieu, l'environnement dans lequel les gens sont, et alors les gens iront mieux. Et donc, c'est ce qui est appliqué pour l'école. Il ne s'agit pas d'agir sur les élèves ne sont pas des objets sur lesquels on agit, mais les élèves sont des sujets, et des sujets qui se trouvent dans un environnement. Et il s'agit de travailler cet environnement, d'agir sur l'environnement, et d'en faire un environnement qui va permettre l'éducation. Alors il s'agit aussi d'installer, grâce au fait qu'on soigne l'institution, il s'agit d'installer un collectif subjectivant. Donc autrement dit, pour lutter contre le désir de se radicaliser d'une certaine manière, mais aussi pour essayer de pousser une radicalisation d'une autre manière, le collectif est nécessaire. Autrement dit, et je reprends une autre parole de Paulo Freire, c'est personne ne forme autrui, personne ne se forme seul, c'est ensemble qu'on se forme et qu'on se transforme. Et donc, il s'agit d'installer, si les jeunes
ne peuvent pas se référer à un collectif classe, ou un collectif scolaire, à un collectif classe, qui fait désir pour eux, c'est-à-dire dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent, comme on disait tout à l'heure, réinterroger leur identité, et la réinterroger avec les autres, dans un climat de confiance, c'est-à-dire avec une sécurité psychologique. S'ils ne peuvent pas faire ça, alors ils vont s'identifier à d'autres choses. Alors les sirènes communautaires extérieures vont susciter le désir de la radicalisation contre laquelle on veut lutter. Et donc, il est important dans l'école d'installer ce collectif, c'est-à-dire que les jeunes soient heureux et fiers de faire partie de ce groupe, quoi. Et il y a du travail, évidemment, hein, parce que ce n'est pas le cas dans les écoles aujourd'hui. Or, pour moi, ça n'a de chance de fonctionner que si ce collectif subjectivement existe. Enfin, il s'agit d'agir par des institutions. C'est quoi des institutions? En pédagogie institutionnelle, ce sera par exemple des responsabilités. Les jeunes sont amenés à prendre des responsabilités. Ce sera des institutions, par exemple, comme le point neuf quand on arrive à l'école, ou le ça va pas à la sortie de chaque activité importante, ou ce sera le conseil, évidemment, c'est le plus connu. Avec le souci, c'est que les techniques, j'insiste sur le mot technique, de la pédagogie institutionnelle sont en train de se répandre parce qu'on se rend compte que c'est un moyen de pacification. Le problème, c'est que la pédagogie institutionnelle n'a pas été du tout inventée pour pacifier. La pédagogie institutionnelle a été inventée pour partager le pouvoir, et en partageant le pouvoir, on s'en donne plus collectivement. C'est pour ça que la pédagogie institutionnelle met en place les institutions. Évidemment, elles sont aussi récupérées pour reprendre du pouvoir autrement sur les élèves. Donc il s'agit d'agir par les institutions en sachant que chaque institution dans la classe, donc le point neuf, le conseil, les responsabilités, etc., chaque institution a à la fois une dimension pédagogique, une dimension fonctionnelle, une dimension symbolique, une dimension politique. Rapidement, pédagogique, ça aide à apprendre, je ne vais pas insister. Fonctionnel, ça a une utilité dans la classe. Par exemple, dans notre école, c'est un étudiant qui a la responsabilité de la clé, par exemple, du local de la classe. C'est très intéressant pour moi, enseignant, je ne dois pas m'en préoccuper, c'est un étudiant qui s'en préoccupe. Alors il y a une dimension symbolique, évidemment, parce que c'est à travers ces institutions qu'on entre dans la loi, et qu'on entre dans la parole, et qu'on entre dans le groupe. Et enfin, il y a une dimension politique, c'est-à-dire que ça transforme les rapports sociaux, ça installe un autre rapport social. Rien que de consacrer 5 minutes, par exemple, nous on travaille avec des blocs de 2 heures, rien que de prendre 5 minutes à la fin de chaque 2 heures pour faire un ça va pas, ou pour demander comment ça va aux élèves, hein, ça prend pas plus de 5 minutes, rien que faire ça c'est situer l'apprenant dans un autre type de rapport avec l'enseignant. Et donc c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de transformer les rapports sociaux à travers ces institutions. Ça demanderait, vous vous rendez bien compte, beaucoup plus de développement. Il y a des bouquins et des bouquins sur la pédagogie institutionnelle, et je vous dis ça en 5 minutes. Enfin, ce qui est important, c'est aussi la didactique des sciences humaines. David a donné un bon exemple de didactique des sciences humaines. Donc il n'y a pas seulement la pédagogie, il y a aussi la formation didactique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend une discipline, comment est-ce qu'on entre dans une discipline. Et d'abord pour les sciences sociales par exemple, les sciences humaines en général, la première règle pour moi, c'est qu'il s'agit de partir du réel. On part du réel, de la vie, on ne part pas des notions, on ne commence pas à expliquer par exemple, c'est quoi le structuralisme critique. Ben non, on part de la vie, comme David partait d'une question tout à l'heure. Proposer aux élèves de comparer les grands textes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est leur proposer d'entrer dans une démarche intellectuelle qui est étrangère pour eux. Enfin, c'est purement intellectuel, ça, de commencer à comparer des discours. Par contre, démarrer d'un point de départ du réel et de se questionner à partir de ce point de départ, et puis de développer après, ça c'est autre chose. C'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe, c'est de travailler par tension. C'est-à-dire que quand quelqu'un défend une idée, on a tendance à nommer cette idée de manière négative parce qu'elle est contraire à la nôtre. L'idée, c'est que dans le débat, on arrive à toujours faire ce qu'on appelle de la dialogique critique. La dialogique critique, c'est arriver à opposer deux choses qui sont deux pôles positifs tous les deux. Je prends un exemple. Vous, comme moi, j'imagine, nous sommes plutôt pour la solidarité, c'est-à-dire que considérer, par exemple, que la pauvreté, le chômage, c'est la responsabilité de la société et pas la responsabilité du pauvre, et donc on est favorable à la solidarité. Celui qui n'est pas d'accord avec nous, on va considérer qu'il n'est pas solidaire. Et si je lui dis qu'il n'est pas solidaire, qu'il est égoïste, si je le traite d'égoïste, je ne peux plus parler avec lui. Donc je ne peux travailler qu'en affirmant des pôles positifs. Et le pôle positif opposé à solidarité, c'est la responsabilité. Et moi je trouve que c'est important, la responsabilité. Je ne veux pas non plus d'une société de parasites.
bien sûr, le terme est fort, donc je suis aussi pour la responsabilité individuelle. Une société doit autant développer la responsabilité individuelle que la responsabilité collective, que j'appellerais solidarité ici. Et donc si à l'égoïste, je ne l'appelle pas égoïste, je l'appelle acteur de plus de responsabilité, en me définissant par rapport à lui comme acteur de plus de solidarité, et qu'on peut à ce moment-là débattre, parce qu'il y a une reconnaissance mutuelle de la valeur de l'autre. Si je ne peux pas avoir de reconnaissance, s'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de la valeur de l'autre, il n'y a pas de travail possible ensemble. Alors simplement, ces deux petits choses, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les tactiques. Donc, voilà, je m'arrête là.